Je suis ravie d'être accueillie dans ce Shifté Israël de Boulogne. Déjà, j'aime ce nom de Shifté Israël parce que c'est les tribus d'Israël, ce qui veut dire qu'on est tout de suite dans la pluralité, dans la fertilité de la différence. Et c'est un concept que je savoure au quotidien, cette pluralité. Alors, bravo à vous toutes. Merci beaucoup d'être là pour inaugurer ce cycle. Alors ça va être un cycle, si Dieu veut, ça va être un cycle de shiurim sur le thème qui n'intéresse évidemment personne, comme on peut le voir, sur le thème de l'éducation, de nos chéris adorés qui nous occupent nos journées, nos nuits, nos week-ends, nos tout le temps, même quand on est sous la douche, on est en train de réfléchir comment je peux faire autrement. C'est la question de la vie et bien entendu, vous le savez que le fils en hébreu se dit ben, ça vient du verbe binyan qui veut dire la construction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu qui nous construise davantage que le lieu éducatif, qui nous renvoie bien entendu au petit enfant à l'intérieur de nous, à nos souvenirs d'une enfance peut-être heureuse ou peut-être pas, ou peut-être défaillante ou peut-être insuffisante et donc on veut réparer ou faire autrement, ou faire exactement pareil, mais on n'y arrivera jamais, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Et donc, effectivement, c'est un domaine de construction. Alors, une première chose, on va évidemment, à l'issue du cours, faire une séance de questions-réponses avec grand plaisir. Que vous sachiez, j'adorerais m'appeler Baba Mariacha et vous donner des recettes magiques. Et que vous sortez d'ici, la baguette magique, j'ai plus de problème à la maison, mon ado, je m'arrache plus les cheveux, mon bébé dort bien la nuit, mon moyen, il est serein, c'est pas la folie à l'école, ça serait génial. Évidemment, comme toute construction, les constructions s'établissent dans le temps. Donc vous allez, je l'espère, Be'ezrat Hashem, revenir de ces cours, de ce cycle, avec des outils concrets qu'il va falloir mettre en pratique, avec des exercices aussi à mettre en pratique. Et c'est évidemment vos exercices et votre pratique qui fera de vous des parents encore plus extraordinaires. Mais vous êtes déjà extraordinaires parce que vous êtes là en train d'apprendre. Donc ça veut dire que vous avez envie que les choses évoluent positivement. Et bravo pour les idées des carnets parce qu'effectivement, je vous invite à prendre des notes parce qu'il y aura un certain nombre de choses à mettre en application, bien entendu. Alors, on va commencer ce premier cours. Il y a un certain ordre dans les cours. Évidemment, dans les questions que vous poserez certainement, il y aura des choses qui seront liées à des cours que nous n'avons pas encore faits. Les cours sur la punition, le cours sur l'amour gratuit, le cours, enfin, sur l'adolescence, etc. Il y a tout un tas de cours à venir. Le premier, volontairement, le premier que je vous présente aujourd'hui, c'est le lien d'appartenance. On va définir ensemble qu'est-ce que le lien d'appartenance. Mais pour comprendre ce qu'est le lien d'appartenance, pour comprendre bien sûr les mécanismes des enfants et nos mécanismes à nous de réponse, je voudrais d'abord qu'on comprenne la posture qu'on doit adopter en tant que parent et enseignant, c'est aussi vrai, et en vrai dans toute relation humaine, mais là où c'est le plus intense, bien entendu, c'est en tant que parent. Quelle est cette posture? Cette posture, c'est la posture de la mesure, de la dose, de l'harmonie. Exactement comme dans toute relation et exactement même comme à l'intérieur de notre corps, pour que notre corps soit en bonne santé, volontairement je passe par là, ok, je fais un tout petit détour, pour que notre corps soit en bonne santé, il faut que notre corps soit en harmonie dans les échanges avec l'extérieur et à l'intérieur de lui-même. On le dit à chaque fois qu'on va aux toilettes, qu'on dit à Shayatzar, on dit Nekavim, Nekavim, Chaloulim, Chaloulim. Hachem, il a créé des orifices, des passages ouverts, des passages fermés. Et notre corps, Baruch Hachem, fonctionne bien, est en bonne santé quand les échanges se font de façon fluide. Et ce qui symbolise le mieux l'échange fluide, l'harmonie dans notre corps, c'est évidemment le battement de cœur. Le battement de cœur, ouvert, fermé, qui est à l'image des deux premières sphères de la Kabbalah,
calmez-vous, détendez-vous, on ne va pas faire de la Kabbalah ensemble. Loin de moi l'idée, je ne serai absolument pas apte. Mais il y a des notions dans le Tanya, il y a des notions dans la Kabbalah accessible qu'il est absolument indispensable de connaître. Et notamment, vous le savez d'ailleurs certainement, que le premier patriarche Avraham est symbolisé par la Mida, par le caractère du Chesed, de l'épanchement, du don, de la diffusion. Le premier, c'est le don, gardez ça en tête. Et le deuxième, Yitzhak, est symbolisé par la rigueur, par la frontière, par la limite, par le cadre. C'est les deux premières sphères de la Kabbalah. Et la troisième, c'est l'harmonie des deux premières. C'est Yaakov, donc, qui va venir harmoniser l'ouverture avec le sentiment de limitation, de frontière. Pourquoi je vous dis ça? Vous avez bien compris que les battements de notre cœur, un cœur en bonne santé, c'est un cœur qui sait quand être ouvert et quand être fermé. D'accord? Et qui va le faire de façon très régulière. Et si on fait un effort physique, il va le faire toujours la même chose, mais plus rapidement. L'harmonie, c'est la juste mesure. D'accord? De la respiration, du cœur, c'est la juste mesure. Une mida, en hébreu, trait de caractère, se traduit par le mot mida, c'est mesure. C'est-à-dire qu'en réalité, dans la Torah, on n'a pas des bons traits de caractère et des mauvais traits de caractère. On est plus ou moins, dans une certaine mesure, patient, ordonné, attentif, consciencieux, dans une certaine mesure. Et ces mesures-là évoluent. L'éducation, c'est la juste mesure. C'est-à-dire que ça sera toujours une réflexion sur le dosage. Ça ne sera jamais quelque chose à éliminer ou quelque chose à mettre. C'est une juste mesure entre les deux extrêmes qui sont la permission, le don, l'ouverture, la possibilité d'agir, je dirais, et la fermeture, la limitation, la contrainte, l'obligation. Une juste mesure entre ces deux éléments-là. Dans la Torah, dès le début de la Torah, on comprend que tout est une question de mesure quand on nous présente Adam et que concernant Adam, avant même qu'il y ait Ève, Adam donc c'est l'humanité, l'humain, il est placé dans le jardin d'Éden et le projet d'Hachem en le plaçant, c'est Vayaniché ou Began Eden, il a mis dans le jardin d'Éden les Ovda ou les Shomra pour le cultiver et le soigner. Et là, donc c'est le premier ordre divin, avant même de ne pas consommer de l'arbre interdit. Tu es dans le jardin d'Éden, donc tu es dans un endroit merveilleux, idéal. Tu dois le cultiver et le soigner. Stop, pouce, je ne comprends pas. Cultiver égale l'ouvrir à l'altérité, ou mettre de nouvelles graines, l'ouvrir à la différence. Le préserver, c'est le protéger, fermer. Alors je fais quoi? J'ouvre ou je ferme? Je permets ou j'interdis? Je suis très très sévère ou je suis extrêmement laxiste et souple? Et en plus, on a des enfants, Dieu bénisse tous, différents. Donc, quand enfin tu as trouvé un petit peu ton équilibre de « bon, ça va, là je suis bien, là je suis à l'aise avec l'interdiction que je viens de donner », ou bien, alors il y a des personnes qui vont avoir tendance à beaucoup interdire et d'autres mamans qui vont être plus permissives, ça dépend de nos midotes, à nous. Chaque personne, c'est différent. Et en général, le conjoint va toujours venir faire la symétrie absolue. Toujours. Et en réalité, effectivement, il ne s'agit pas de tout permettre, il ne s'agit pas de tout interdire. Évidemment, il s'agit de doser, de savoir quand permettre et quand interdire, d'être à l'aise avec l'interdiction, de ne pas être dans une sensation de culpabilité, et d'être capable, en même temps, de pouvoir aimer dans la fermeté. Et ça va être, je vous le dis maintenant, parce que ça va être notre ligne conductrice tout au long de notre apprentissage. Aimer dans la fermeté, c'est-à-dire, si le premier Avraham, c'est le chesed, c'est le don, c'est l'épanchement, ça veut dire que pour vivre, pour être en vie, la première des choses, c'est le don. C'est être là pour l'autre. Et la première chose qu'on va apprendre à nos enfants aussi, c'est à donner. Et donner, c'est ressembler à Dieu. Il n'y a que l'humain qui est capable de se contraindre, de se retirer à lui-même pour donner à l'autre.
Sans don, rien n'existe. Mais quand il n'y a que du don, c'est-à-dire que de la permission, que de la possibilité, que de l'ouverture, rien n'existe. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un cadre, parce qu'il n'y a pas une frontière claire qui permet de dire dans quoi on donne, dans quoi on permet, pour définir quelle identité nous sommes dans cette relation-là de don. Donc en fait, tout ce qui est, par exemple, vous avez certainement entendu parler de la discipline positive, où j'ai également bu de ce lait-là. La discipline positive, c'est justement une éducation ferme et bienveillante. C'est quoi ces deux mots ensemble, ferme et bienveillante ? C'est pas parce que c'est ferme et donc que non, c'est non, qu'il n'y a pas un élan profond d'amour et un lien très fort avec l'enfant. Or, dans notre tête à tous, on a l'impression qu'on est méchant quand on dit non. Mais on est obligé de dire non, donc on accepte d'être méchant. Et en fait, il va falloir qu'on sorte de cette structure-là, de cette construction. C'est une représentation qu'on a dans nos cerveaux, que quand on dit non, on est méchant. Des fois, quand on dit non, c'est... Pas des fois, toujours. En tout cas, il faut que le non provienne d'un endroit aimant. Si le non provient d'un endroit qui met à distance, effectivement, il y a un problème. Mais si le non vient d'un lieu aimant, alors le non doit être profondément, à l'intérieur de nous, profondément posé dans quelque part qui ne nous gêne pas. On est à l'aise avec ça. Et le non ne veut pas dire repousser, il peut être ferme et autoritaire donc, mais absolument pas stressant, angoissant, punitif. Voilà. C'est-à-dire que ce que j'aimerais, c'est que dans nos représentations, dès aujourd'hui, on puisse sortir le principe de la limite et de la frontière extrêmement nécessaire au bien-être de nos enfants, on expliquera pourquoi, qu'on puisse l'extraire d'une représentation négative, que quand on dit non, on est obligé de dire non parce que sinon ça devient un sauvage, mais on est mal quand on dit non. Mais c'est dur de dire non, mais je ne veux pas avoir ce rôle-là, j'aimerais que ce soit mon mari qui prenne ce rôle parce que sinon il va moins m'aimer, ou toutes sortes de représentations de cet ordre-là. Ok. Et effectivement, le premier élément sur lequel on va s'attarder, c'est le principe du don, le principe de l'amour gratuit. Donc on a dit les ovda cultiver, donc c'est ajouter et ensuite cadrer. Donc vous pouvez entrer, je vous en prie. Donc première sphère de la Kabbalah, le don gratuit, l'amour gratuit. Alors en fait, je voudrais vous citer un passage du Talmud, dans le traité Ketuvot, qui est issu d'un verset de la Torah à la fin de la Genèse, quand Yaakov bénit un de ses enfants, il lui parle de la blancheur de ses dents. Et la blancheur de tes dents plus que le lait, c'est quoi ça ? Ça veut dire quoi ? Bon, c'est très poétique, la blancheur de tes dents plus que le lait. Et le Talmud va dire... Il est plus important, le Talmud parle d'une relation entre deux personnes, à plus forte raison avec son enfant. Il est plus important de montrer les dents blanches à quelqu'un, c'est-à-dire sourire, il part du principe qu'on sait brosser les dents, donc de montrer ses dents, c'est une façon de dire sourire à quelqu'un, plus que de l'abreuver de lait. Alors cette idée d'abreuver de lait nous fait tout de suite penser aux enfants dont la nourriture première est le lait. Et ici, la Gemara pose tout de suite le premier principe éducatif. Apporter des soins à un bébé, à un enfant, à un adolescent, peu importe, les soins de nourriture, d'habits, la nourriture, ce dont il a besoin pour vivre, c'est un fondamental, n'est-ce pas ? On croit que sans ça, sans nourriture, on va mourir. Non, dit la Gemara. Sans la blancheur des dents, on peut mourir. C'est-à-dire sans le lien affectueux qui unit deux personnes, sans le visage éclairé qui crée un lien entre deux personnes, c'est sans ça, et on va l'expliquer avec le docteur Bowlby, à quel point c'est fondamental. On est dans la première des premières bases. Alors je sais que quand vous m'écoutez, vous êtes tout en train de dire, on n'est pas venu ce soir pour entendre qu'il faut aimer nos enfants, on les adore, c'est pour ça qu'on est là. Bien sûr.
mais il y a une grande différence entre le fait que vous les adorez et le fait qu'ils ressentent votre amour. Il y a une grande différence, il y a un écart entre l'un et l'autre. On peut les aimer très fort, mais être soucieux ou être un petit peu rigoureux et que eux n'arrivent pas à traduire dans leur petit cerveau d'enfant, ils n'arrivent pas encore à traduire cet enfant, cet amour, et ils peuvent être en panique de cette difficulté. Et donc, on va, bien entendu, ça sera un cours en tant que tel sur l'amour inconditionnel et comment l'exprimer, mais juste une toute petite histoire concernant Rav Moshe Feinstein qui peut bien nous le faire ressentir. C'est Rav Yaakovson qui... Alors oui, je suis inspirée de quoi dans les cours que je vous donne? Beaucoup Rav Yaakovson, absolument Rav Yaakovson, mais aussi tous mes apprentissages et toute ma culture psychologique, du domaine de la thérapie. On va citer Adler, on va citer Freud de temps en temps, et oui, incontournable. Et voilà, d'autres apports plus récents, de la psychologie moderne plus récents. Donc ça, c'est Rav Yaakovson qui évoque. Rav Moshe Feinstein est un gadol du XXe siècle aux États-Unis, qui vivait aux États-Unis, gadol ador, et son fils a fait la bar mitzvah de son fils. Donc le premier petit-fils fait sa bar mitzvah chez les Feinstein, le premier de... Donc waouh, c'est un événement national, international. Tous les plus grands rabbins de cette époque sont présents, etc. Et qui manque à l'appel, c'est choquant, le propre grand-père de l'enfant n'est pas là. Il n'est pas là, on fait savoir, ben oui, il avait un congrès en Europe extrêmement important, il n'a pas pu se libérer. Bon, la blague, c'est ton petit-fils, si tu mets pas la BM de ton petit-fils en 1 et le reste après, quand même, c'est pas possible. Et un bon ami du fils de Rav Moshe Feinstein, donc le père de l'enfant, lui dit... tu sais, tu peux me dire à moi, dis-moi comment tu te sens. C'est-à-dire, tu dois être en colère, tu dois... Ok, ton père a énormément de fonctions et c'est important, mais enfin, c'est dur quand même à vivre ça. La bar mitzvah de ton propre fils, c'est déloyal quoi, que le père n'est pas là. Et il lui dit, j'ai pas un gramme, crois-moi, j'ai pas un gramme de ressentiment. C'est tellement posé à l'intérieur de moi. Je vais te dire ce qui est posé à l'intérieur de moi au niveau de l'amour de mon père. Je ne peux pas le mettre en question. Il n'y a pas de question sur l'affection et l'amour de mon père, même s'il n'est pas à la bar mitzvah de mon fils. Et même si moi, je ne comprends pas qu'autre chose ait pu être plus important, mais je n'ai pas de question. Pourquoi ? Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ressens... On a grandi dans un appartement new-yorkais qui était froid, très froid en hiver. Et mon père allumait le comment ça s'appelle ? Le poêle. Voilà, c'est le poêle. Et il allumait le poêle très tôt, il étudiait à partir de 4h du matin, donc très tôt, il allumait le poêle pour qu'on ait chaud, mais surtout, il prenait nos vêtements pour l'école et il les posait sur le poêle et il venait nous habiller, il faisait attention que quand on sort du lit, on n'ait pas un gramme de froid et que vite on a le vêtement qui a été chauffé sur le poêle. Je ne peux pas avoir froid aujourd'hui, ça n'existe pas que j'ai froid aujourd'hui parce que où que j'aille, il y a cette sensation physique de chaleur de mon père, c'est-à-dire l'amour de mon père, il est incommensurable. Donc, il doit y avoir une raison qui m'échappe, mais je ne peux pas remettre en question cet amour. Et cette histoire, Rav Yaakovson la raconte pour dire comment, quand on est abreuvé d'un amour qui est inconditionnel, après, les défis et les difficultés de la vie vont aller puiser à la source, à l'endroit de cet amour-là, pour pouvoir faire face à n'importe quoi. Donc la première sphère, le premier élément, c'est ce don-là. Maintenant, alors effectivement, ce don-là a créé avec l'enfant ce qu'on appelle un attachement, un lien indéfectible qui, malgré les épreuves et les difficultés, ce lien-là est extrêmement fort. L'enfant va... maintenant, on va essayer d'expliquer, une fois qu'on a posé ça et la nécessité de ce lien, l'enfant va essayer, tout au long, enfant en tout cas, jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de l'essayer, va essayer de mettre à l'épreuve
ce qu'on appelle son lien d'appartenance. Et là, c'est un concept que je voudrais que vous compreniez très bien et qui va être une clé pour comprendre les crises de nos enfants sous plusieurs formes. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que le lien d'appartenance ? Alors, en fait, de quoi sommes-nous issus ? Nous tous, l'humanité. Quand on regarde notre histoire, à nous d'êtres humains, donc, ok, on est chacun issu d'un père et d'une mère, qui nous ont nourris, qui nous ont donné des choses, mais si je réfléchis au niveau de notre humanité, l'humain, même plus que ça, je peux remonter, on est issu d'une première césure, d'une première coupure, d'accord ? Adam était masculin-féminin, Lotov, c'est pas bon qu'il soit dans sa solitude, Dieu l'endort et va enlever un côté, c'est pas une côte, hein. Il va enlever un côté et puis tout d'un coup il va avoir de l'altérité masculin et féminin. Ok. Il y a donc première coupure, première déchirure. Ensuite, la deuxième coupure, évidemment, ça va être la naissance. C'est pas par hasard qu'on dit la couper le cordon. Il y a une entité mère-enfant. Et puis, à la naissance, le premier acte qui est fait après que les poumons soient remplis, couper. Et donc, l'humain, à l'origine, est issu d'une césure entre masculin et féminin. Et toute notre vie, on construit notre couple pour essayer de un petit peu ressentir encore la schlemout, l'entièreté, l'entité, l'unité du couple. Mais il y a une deuxième coupure, qui est la coupure de la naissance. Et les premiers mois de la vie, on va s'occuper de nos enfants. Hachem a fait en sorte que le seul être vivant à avoir autant besoin de soins, c'est le bébé humain. C'est le bébé humain. Les bébés Bambi, chiens, chats, lapins, combien de temps ils mettent à se mettre sur leurs pattes ? À peu près ? Quelques heures, on est d'accord. Donc tout de suite, ils vont assez vite, ils ont besoin d'être nourris, mais ils vont assez vite être autonomes. Et nos petits bébés chéris, ça va mettre un certain temps, et même quand ils sont sur pied, ils ne sont absolument pas autonomes, ils sont encore en danger, il faut les surveiller en permanence, ça va demander toute notre attention. Et donc on va être dans un don en permanence. Ça, c'est de notre côté. C'est bien fait, le don crée l'amour. En plus, on les aime déjà depuis les 9 mois avant. Très bien. On a dit, il y a une différence entre aimer et que l'enfant ressente cet amour. Ok. Maintenant, lui, l'enfant, qu'est-ce qu'il réalise ? Qu'est-ce qu'il va expérimenter en grandissant ? La première chose qu'il va expérimenter et qui va un petit peu le toucher, c'est le fait, quelque part, d'une certaine solitude. C'est-à-dire que quand maman n'est pas à côté de lui, le petit, il panique. On ne peut pas lui expliquer rationnellement, non mais je t'explique. Elle est juste descendue faire une course, elle revient tout de suite. Vas-y, explique-lui 3 heures. Il va hurler. Et jusqu'à ce qu'il se fasse à cette idée, c'est tout un apprentissage, que même si elle n'est pas à côté et collée, elle est liée avec lui. Ce lien-là, on en a besoin, c'est un lien de survie. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. En fait, le corps a besoin de quoi ? De nourriture. L'âme, qui on est ? On est un corps, c'est un écrin, et à l'intérieur, il y a l'âme. Qui on est ? Notre intériorité. Le corps, c'est la partie visible, ok ? L'intériorité. Le corps a besoin de nourriture. De quoi l'âme a besoin ? L'âme aussi a des besoins pour exister. Elle a besoin d'être attachée. Elle a besoin d'exister pour quelqu'un, de se sentir important, de se sentir utile. De la même façon que le corps va chercher sa nourriture, l'âme d'un enfant, l'âme d'un adulte aussi, mais ce n'est pas l'objet du cours aujourd'hui, mais l'âme des adultes aussi, va tout le temps essayer de vérifier l'attachement, de vérifier le lien. Pendant de très nombreuses années, jusqu'aux années 50, on voyait le petit enfant comme un tuyau. Il a besoin de nourriture. Personne ne parlait de la nourriture intérieure. Personne n'en a jamais parlé.
Jusqu'à ce qu'arrive, alors, d'abord Adler, le premier c'est Adler. Adler est un psychiatre, psychologue qui est contemporain de Freud, mais qui s'est dissocié de Freud, il a osé faire ça et créer sa propre... donc Freud lui a interdit d'appeler ça psychanalyse parce qu'il voulait garder le nom psychanalyse pour lui, donc il a donné un autre nom, mais il a créé sa propre étude et c'est le premier, Adler. Ensuite, ça a été repris par Bowlby. Le premier, c'est Adler qui a parlé d'un besoin primaire dans l'enfant. Le premier besoin. Et en comprenant ce premier besoin, on va comprendre les erreurs que font les enfants par rapport à ce besoin. Premier besoin de l'enfant, c'est le besoin d'appartenance. Qu'est-ce que le besoin d'appartenance, dit-il? C'est trois sentiments subjectifs qui appartiennent à chaque enfant est différent là-dessus. C'est le besoin d'être aimé, c'est le sentiment d'être capable et c'est le sentiment d'être nécessaire. D'accord? La singularité, l'unicité de notre âme, le fait que nous sommes uniques et que notre âme, c'est une parcelle d'Akadosh Baruch Hu, fait qu'on a tous besoin de se sentir aimé, et ça continue tout au long de notre vie, aimé, de se sentir capable et nécessaire. Parce que c'est lié, capable et nécessaire. D'accord? Plus tard, Dr Bowlby, il faut que je vous explique qui il est pour qu'on comprenne ce qui se joue. Un peu plus tard, Dr Bowlby, donc c'était un Britannique, aristocrate, éduqué pas à la table de ses parents, la gouvernante, il a eu le droit d'aller la première fois à la table de ses parents, je crois qu'il avait 13 ou 14 ans, éduqué par la gouvernante, protocolaire, vous voyez le truc, bon. Et il va faire des études de psychiatrie et il s'occupe d'un enfant hyperactif et il dit, donc en voyant son attitude, il dit « mais moi je veux voir la mère ». Et là on lui tombe dessus, on dit « non, le patient c'est l'enfant ». Pourquoi tu veux voir la mère? Il n'y a pas de mère. Il dit, je pense que le symptôme de l'enfant, du patient, est lié certainement à un comportement du système familial, donc je veux voir la mère. Personne, aujourd'hui c'est une évidence qu'il y a un système familial, mais à ce moment-là, personne ne l'écoute. Et après la guerre, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le nomme pour aller voir l'état des orphelinats aux États-Unis, qui sont remplis, et comment vont les enfants. Il revient avec un dossier alarmant. Les enfants sont nourris, il y a assez de lait, il y a une couverture, il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas assez de nounous, et puis bon, on pense à cette époque qu'un enfant c'est un tuyau, c'est un tube quoi. Donc on lui plante le biberon. Qu'est-ce qu'il voit? Les enfants se laissent mourir. Mourir. Il n'y a personne le matin qui a besoin que cet enfant existe. Il y a personne qui a besoin de son sourire. Il n'y a personne qui lui dit Mchik Pala, ni Nabibes, ni rien du tout, ni en Ashkenaz, rien du tout. Personne n'est là et n'est rempli par l'existence de cet enfant. Il n'est nécessaire pour personne, il n'est pas aimé, il est juste pris en charge. Et donc les enfants, alors il y a des pourcentages, combien des enfants se laissent mourir, refusent de vivre, d'autres qui deviennent psychotiques, malheureusement. Et à partir de là, il va démarrer une série d'études et de travaux sur ce qu'il va appeler, lui, la théorie de l'attachement, qui est issue du lien d'appartenance, c'est une partie du lien d'appartenance, et il va venir avec toute sa théorie en disant, les amis, le corps a besoin de nourriture, mais est-ce qu'on peut parler de la nourriture de l'âme, s'il vous plaît? Les enfants ont besoin d'être aimés, les adultes aussi, on parle des enfants. Ils ont besoin d'être aimés. Et donc, il va prendre en vidéo en 1951, c'est choquant de le dire, il prend en vidéo une petite fille de 2 ans aux États-Unis qui a une appendicite, qui doit être opérée, et à cette période, on dirait que je vous parle de l'Antiquité, mais c'était hier, à cette période, quand un enfant doit être opéré, ben c'est l'enfant qui est opéré, donc les parents déposent l'enfant, et reviennent le chercher une semaine après. Je ne sais pas si vous imaginez le délire. L'angoisse de l'enfant d'être seul. On est loin de notre apprentissage à vivre en crèche sur 3 mois. D'accord? Je ne sais pas vous, mais voilà, on l'a bien. D'accord? Comment ils appellent ça? La période de l'adaptation. Merci, l'adaptation.
on en est loin. Donc vous voyez qu'on a bien fait du chemin et c'est grâce à ces personnes-là, c'est grâce à tous ces psychologues. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Donc, il fait son film, vous savez quoi? 0. Tous les psychiatres lui disent blablabla, n'importe quoi. Un enfant de 2 ans, il a besoin d'être nourri, d'être réparé s'il est cassé, c'est tout. Et ce qu'il va faire, ce qui va vraiment démarrer son travail, c'est ce qu'ils ont appelé a strange situation, une situation étrange. Il va prendre un groupe sur lequel il va travailler de couple mère-enfant. Et il va leur demander, donc elles vont d'abord remplir un formulaire dans lequel il va réussir à évaluer si la maman est expressive dans l'amour qu'elle porte à son enfant. Donc combien de câlins, combien de bisous, combien elle dit, d'accord, il y a des Ashkénazes aussi là-bas, donc ils sont, faut croire, bref. Et donc quel est le lien en tout cas? Comment c'est ficelé, comment c'est tissé ce lien-là maman-enfant. Et puis on va demander aux mamans de rentrer dans cette pièce où il y a un étranger, de dire à l'enfant, de le rassurer, voilà qu'on est là, c'est un médecin ou n'importe quoi, peu importe, un responsable. Elle doit sortir en lui disant je reviens dans 5 minutes ou dans 3 minutes. Elle revient, on filme l'enfant. Donc on filme combien l'enfant est paniqué, d'accord, quand la maman part. Effectivement, elle revient. Donc il est rassuré. Puis elle lui dit mais je dois ressortir. Donc de nouveau elle ressort. Et puis elle va revenir et de nouveau on filme l'enfant. À la 2e fois où il sait qu'elle va revenir. Comment fait-il pour se calmer? Quelles sont ses ressources pour se calmer quand ce lien-là avec la source, avec l'origine, quand ce lien est coupé? Quelles sont les ressources que lui il a pour réussir à se calmer finalement, pour réussir à trouver de l'énergie et des ressources en lui? Et donc à partir de là, tout s'est ouvert sur la théorie de l'attachement, mais le début avait été posé avec Adler sur le lien d'appartenance. Tout s'est ouvert et effectivement, à partir de là, on a découvert qu'il y a des attachements. Alors ça, dans un autre cours, on développera ensemble si vous le voulez. Il y a plusieurs patterns d'attachement. Il y a un attachement harmonieux, on va dire. Il y a un attachement anxieux, il y a un attachement évitant. C'est-à-dire que en fonction de la disponibilité, je dis la maman, mais ça peut être le papa, ça peut être la grand-mère, ça peut être une nounou, ça peut être... D'accord, c'est une personne sur laquelle l'enfant compte pour aller bien. Donc en fonction de cette disponibilité, il va créer différents types d'attachements. Où je veux en venir avec vous? Finalement, en fait, ce besoin vital là d'attachement et d'appartenance, on est tous issus d'un cordon ombilical. Et toute la vie, on a coupé donc ce cordon, et toute notre vie, l'objectif va être de recréer ce cordon virtuel par lequel va passer une nourriture émotionnelle. Ce n'est pas l'objet du cours, mais j'ai un cours en parallèle sur le couple et l'attachement dans le couple. C'est les mêmes principes. Attachement émotionnel dans le couple. Petit teasing. Un jour, on le fera. Donc, là, toute la vie, mais c'est pour ça que pourquoi j'ai dit ça, parce que réellement toute la vie. Pas que jusqu'à 18 ans, jusqu'à X années avec les parents, on veut retisser ce cordon ombilical émotionnel. Papa, maman, est-ce que vous m'aimez? Non, mais est-ce que c'est sûr que vous m'aimez? Et après, c'est une autre histoire. Voilà. Et donc Adler a présenté que cet attachement va venir du sentiment d'appartenance. Étant donné que j'appartiens à ce groupe-là, à cette famille-là, donc c'est ça qui me nourrit émotionnellement. Axiome de travail, pour nous toutes, chère maman. Tout comportement, tout enfant dans son comportement, quel que soit le comportement, va chercher, pendant de nombreuses années, va chercher à confirmer ou à créer son lien d'appartenance. C'est-à-dire que ce lien est tellement vital, ce lien est tellement nécessaire. Je vous ai dit, c'est le cordon ombilical de l'âme. C'est tellement important qu'il va mettre en place, sans être conscient de ça, il va mettre en place plein de stratégies pour tenter de se rassurer
sur le lien d'appartenance ou de le créer, de mettre en place ce qu'il faut pour le créer. Ce que je dis est vrai aussi pour les enfants qui sont placés ou qui sont chez une nounou, qui sont même placés pour un temps. Il va falloir créer un lien d'appartenance. D'accord ? Donc, en fait, les stratégies, l'enfant va avoir des stratégies par rapport à ça. Alors, quelles sont les stratégies ? Et en fait, Adler va parler de 4 types d'erreurs. Il y en a seulement 2 erreurs qui vont nous intéresser à nous. D'accord ? Je vais vous expliquer pourquoi. Il fait des erreurs. C'est une erreur qu'il fait de réflexion. Et on va voir comment nous, on peut rattraper cette erreur. C'est une erreur obligatoire que tous les enfants font. D'accord ? Première erreur, c'est il va avoir une attitude qui va... une attitude tellement... comment dirais-je ? Une attitude dans laquelle on va être forcé de sans arrêt, s'occuper de lui. Par exemple, je prends mes petits exemples. Voilà, il se dit, je suis lié à maman à condition qu'elle soit en train de s'occuper de moi. Si je vois qu'elle est en train de s'occuper de moi, c'est bon, ça veut dire qu'il y a une relation émotionnelle entre nous. D'accord ? Donc, par exemple, il va avoir besoin d'une histoire et d'une autre histoire et ensuite et le rituel du soir ne se termine pas. Il va avoir besoin, même s'il sait déjà s'habiller seul, non, c'est toi qui m'habilles. Non, c'est toi qui m'aides. Non, tu vas avec moi aux toilettes. Attendez, j'avance avec vous, une seconde. D'accord ? Il exige, voilà, le type d'enfant, c'est un enfant qui va exiger énormément d'attention. Et il y a des moments, alors comme on est humaine, venez on le dit aussi, on est humaine et on a une vie à la maison et on a une autre vie à l'extérieur de la maison et on n'est pas toujours hyper en forme aussi le soir quand on rentre du travail ou même si on a une journée à la maison et que c'est beaucoup. On est humaine et donc l'enfant qui va venir, un peu comme une sangsue, qui va exiger encore. Je vois que ça arrive nulle part, c'est clair. Donc il est là, il te prend et toi à un moment, pourtant t'es une superwoman, on est d'accord. Ça veut dire t'es patiente, tu réponds, tu réponds, oui mon chéri, mais bien sûr j'arrive, mais t'as un sourire jusque là. Et il y a un moment où tu dis mais ça suffit. Et là, et au même moment où tu fais ça, tu t'en veux. Parce qu'en même temps, tu penses que ça suffit vraiment, mais tu t'en veux parce qu'il s'est mis à pleurer, tu m'aimes pas, maman, t'es méchante. Et alors, à peine il te dit t'es méchante, c'est toi qui te mets à pleurer. Non, je suis pas méchante, s'il te plaît, dis-moi que je suis pas méchante. Bref, vous avez compris. En fait, qu'est-ce qu'on va faire ? Ce qui va se passer en général avec cet enfant qui est très exigeant, ce qui va se passer, c'est que nous, sans le savoir, on va alimenter son erreur. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qu'il pense, cet enfant ? Cet enfant, il pense, maman, elle est connectée à moi à condition qu'elle s'occupe de moi. Je m'occupe de lui. Maintenant, il m'en demande encore plus. Je m'occupe. Bah, qu'est-ce que je fais quand je continue à m'occuper de lui ? Encore. Oui, je te mets ta chaussette droite. Non, elle n'est pas à l'endroit. Je te mets la gauche. Non, je te l'enlève. Ok, je te mets ça. Qu'est-ce que je fais quand je fais ça ? Bah, en fait, j'alimente sa croyance que maman est connectée à moi seulement quand elle s'occupe de moi. Vous comprenez la difficulté ? Et on va voir comment on peut gérer ça. Comment ? Bien sûr, j'en ai pas besoin. Ça, c'est pas moi, par contre. Voilà, la personne à qui c'est. Allez-y, bien sûr. Je vous en prie, l'abri. Ok. Et en fait, la maman, quand elle répond à ça... Quand elle répond à ça, qu'est-ce qu'elle fait ? On a dit elle alimente cette erreur. Elle croit vraiment, elle pense vraiment qu'il lui manque quelque chose. Et donc c'est un petit peu comme donner de l'alcool à un alcoolo. D'accord ? On continue. Et en fait, hop, il s'abreuve de ça. Et du coup, il en demande encore plus. Et même, voilà, je voudrais vous préciser que même, disons c'est un petit dernier, comme mon petit dernier ou Nabibès, voilà, on peut dire
ça me dérange pas de m'occuper, parce que quand il y en a d'autres derrière, alors on va dire, on va exploser. C'est le petit dernier ou un enfant unique. On va dire, mais ça me dérange pas de m'occuper de lui. Ça me dérange pas que c'est mon petit gâté, etc. Mais en fait, le problème c'est quoi? C'est que même dans ce cas-là, c'est pas que le problème c'est pas que ça nous dérange ou que ça nous dérange pas. Le problème c'est que on fait de lui un misken, le pauvre, il n'est pas bien, il n'arrive pas, il faut l'aider, il exige, il n'est pas sûr de lui, il n'a pas des tonnes de copains, Hogan. Et donc, on va être là et on va faire tout ce qu'il faut pour lui faciliter. Et en fait, on l'aide pas à grandir. Donc, c'est quoi les... Alors, ça c'est l'erreur numéro 1 de l'enfant qui veut valider son lien d'appartenance en étant le pauvre qui n'arrive pas et qui exige. Deuxième erreur, aussi très présente dans nos maisons, ne surgissez pas, l'enfant qui crée un rapport de force, qui est toujours en opposition. Mais, quand tu lui dis « fais d'abord tes devoirs », il dit « non, je fais d'abord ma douche », et si tu lui dis « fais d'abord ma douche », il va te dire « non, je vais d'abord… » Mais quoi que tu dises, il va te dire « non », qu'il veut faire l'inverse. C'est obligé. Et tu as fait à manger ce qu'il aime, il va te dire qu'il veut l'autre truc. Et rapport de force tout le temps. C'est la bataille, c'est la bataille, c'est la bataille. Et là aussi, on est épuisé de négocier. Et on se dit, purée, il négocie tellement bien, c'est lui qui doit aller négocier avec les Palestiniens là. Il va y arriver. Je vous dis, il va y arriver. C'est sûr, il va nous amener la paix. Tellement cet art de la négociation en permanence. Alors, avant de développer ce deuxième axe-là, mesdames, le deuxième axe, donc de l'enfant en rapport de force, les devoirs, je vous donne des devoirs. Vous avez cru quoi? Vous allez sortir d'ici sans devoirs, au boulot. Les devoirs pour la catégorie numéro 1. L'enfant sensu qui te lâche pas, qui t'épuise. Je veux, j'ai besoin, fais-moi, donne-moi, prends-moi, amène-moi. Alors, quels sont les devoirs? Vous voulez les savoir ou pas? Vous adorez les devoirs. Alors, en fait, la première des choses, je veux juste préciser à qui je ne m'adresse pas. Il y a une catégorie de mamans à qui je ne m'adresse pas là. Je suis vraiment en train de parler d'un couple enfant-maman où la maman, c'est une maman du type, elle a tout le temps de la peine pour son enfant. Je parle à ces mamans-là. La maman qui couvre, ça lui fait mal au cœur, elle demande à la maîtresse tous les jours, elle s'assure, ok ? Alors, la maman éduquée à la dure et qui éduque à la dure et qui est à fond et qui sait que... Voilà. Alors, donc je parle à la catégorie de mamans qui font. Elles font, d'accord ? Le devoir numéro 1, en fait, il s'agit d'elle. La première chose qu'on va lui demander, c'est au moment où l'enfant est là dans sa, pas première demande, la 3e, 4e, 5e, aide-moi, prends-moi, j'arrive pas, j'ai besoin de toi. Ok ? La première chose qu'elle doit faire, c'est stop, d'identifier ce moment-là et de ne plus voir ce moment-là comme l'enfant a besoin de moi, sans moi il n'arrivera jamais. Je cours à son secours, mais de pouvoir identifier la posture de son enfant, ce qu'il est en train de jouer à cet instant sans le savoir. Il est en train de jouer, maman et moi on est comme ça parce qu'on est toujours ensemble et qu'elle s'occupe toujours de moi. Donc ça me rassure. Vraiment, on a un lien fusionnel. Mais tu vois bien, elle s'occupe toujours de moi, donc c'est qu'on est en fusion. Stop, j'identifie ça. Moi, j'ai besoin d'identifier cette situation. Et en fait, à partir du moment où je l'identifie, je ne vais pas me laisser avaler par cet aspirateur-là. Et on va bien sûr venir s'il lui demande, mais du coup, on ne va pas
être investi d'un regard compatissant, comme ça. Oh, tu vois, on va avoir, ça veut dire la posture, elle va changer. Mais sachez que la posture qui change, ça change tout. Ça change tout, ils le sentent, c'est évident. Donc, ça ne sera pas mon pauvre petit, ta prof, ton copain, on t'a pas prêté, on t'a pas donné, mais tu sais, non, pas du tout. En fait, on va venir, on doit se remplir, donc c'est ça, l'identifier, se remplir d'une certitude qu'il est capable. Et que même si je ne fais pas les choses avec lui ou à sa place, notre lien est un lien solide. Donc, qu'est-ce que je dois le faire? Je dois le rassurer sur le lien, mais ne pas l'abreuver de ce besoin-là d'exister à sa place, pour lui et à sa place, parce que, en fait, finalement, il ne peut pas, lui, constituer ses forces. La place est prise par sa maman. Donc, j'ai pas dit attention, du jour au lendemain, ça serait pas bon. Du jour au lendemain, j'étais au cours de mariage, stop. T'arrives pas, tant pis, ça y est, non. Pas ça. Pas bon du tout, ok? Donc en fait, on va répondre à cette demande, mais on va identifier ce qui est en train de se jouer. Et en identifiant ce qui va se jouer, on va changer de posture. Et donc dans notre posture, ça va être, ok, si tu veux, ouais, d'accord, ok, je suis à côté de toi. Oui, je te regarde, oui. Mais je sais que tu peux. Mais je sais que tu sais. Mais évidemment, j'ai aucun doute là-dessus. Mais il faut que j'ai aucun doute. Il faut que je me travaille aussi là-dessus. Il faut que ce soit posé à l'intérieur de moi. Tu es capable, il est capable. Maintenant, regardons ensemble la deuxième erreur. Alors, la troisième et la quatrième dont parle Adler ne nous concernent pas, Baruch Hashem. C'est la délinquance et, Dieu préserve, la tentative de suicide qui est l'extrême, vous avez compris, c'est l'extrême coupure du lien de vie. L'extrême coupure de ce lien de vie, d'accord? C'est un appel, Dieu préserve. On laisse de côté la délinquance et le numéro 2 qui nous concerne tout à fait. C'est quoi le numéro 2 qui nous concerne? Je vous ai dit, c'est le rapport de force. C'est pas du tout le pauvre petit chéri qui n'y arrive pas. C'est l'enfant qui se présente comme sûr de lui, mais qui pense en permanence qu'il a un lien avec ses parents parce qu'il est en fight avec eux. Entre parenthèses, ça existe aussi dans les couples. J'ai rien dit. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ici? On va passer notre temps à être en rapport de force avec lui. Prends ton pull. Non. Mais il fait froid dehors. Non, je m'en fous. Et on va se vénérer sur le pull. Voilà, le pull, ça va être le truc. On va s'énerver sur le bain, on va s'énerver sur les devoirs, sur ce qu'ils ont à faire, les tâches dans la maison, etc. Et tout va toujours être à l'origine d'un conflit. Et là aussi, dans le premier cas, vous avez compris qu'on est des mamans épuisées parce qu'on était obligés de tout faire pour eux, avec eux, et qu'ils n'ont aucune autonomie. Et là, on est épuisés d'être sur le champ de bataille. Épuisés d'être sur le champ de bataille. Et donc, en fait, ici, vous comprenez bien que les devoirs ou le bain ou le pull, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la volonté de cet enfant d'avoir le dernier mot, et le ton monte, et en fait, derrière tout ça, c'est le fait d'être en lien avec ses parents. Le lien est fort parce qu'on est en fight, c'est ça qui fait notre lien. Et il va être très vite impressionné par la force de la réaction qu'il est capable de mettre sur sa mère ou sur son père. Waouh, impressionnant! Une maman en colère ou un papa qui... Waouh! Moi, tout seul, j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à les mettre dans cet état. C'est impressionnant, c'est réellement impressionnant. Maman qui est d'habitude toute calme, elle se met dans un état terrible. Je suis puissant. Je suis très puissant. Et donc, je vous le dis tout de suite, en général, l'enfant qui fait cette erreur-là dans son lien d'appartenance, il va chercher le rapport de force, toujours, la plupart du temps en tout cas, dans le domaine qui est le domaine important dans la famille dans laquelle il grandit. C'est-à-dire
que la famille où, je dis n'importe quoi, où ce qui est très important c'est l'ordre, le rangement, l'hygiène, il va mettre le bazar. Ça va être son truc, c'est le point névralgique de la maman. Et la famille où c'est très important les études, il va refuser de faire ses devoirs et d'être d'être comme il faut à l'école et là où c'est très 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 important le respect, eh ben, il va chercher à être effronté. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, il va nous chercher, c'est l'enfant qui va nous chercher dans le domaine où il sait très bien que c'est une valeur fondamentale, sur laquelle on insiste beaucoup, et il va venir nous mettre à mal, là-dessus. Alors, dans ce domaine-là, quels sont les devoirs à faire ? Alors, inutile de vous dire que la même maman peut être la maman d'un enfant comme ça et d'un enfant comme ça. C'est dire à quel point le dosage, la mesure et l'adaptation à nos enfants, c'est ce qui fait notre travail passionnant et difficile en tant que parents. Alors, comment on réagit avec l'enfant rapport de force ? Tout est sujet à discussion. Comment on va réagir ? On refuse littéralement de rentrer dans le champ de bataille. On refuse la posture d'adversaire de l'enfant. Il nous pose en adversaire, nous ne sommes pas cet adversaire. On ne va pas aller dans ce champ de bataille. On est son partenaire, on est dans le même camp. Il a une colère, il a... il y a quelque chose chez lui, il est extrêmement énervé, il veut absolument pas. On a demandé quelque chose, il veut pas. Le sujet, c'est pas, du coup, s'il va dans son bain ou pas dans son bain. Il est en colère. Chérie, comment je peux t'aider avec cette colère ? Le sujet n'est pas le bain. C'est pas, je ne rentre pas dans la négociation. Alors 1 minute, alors 10 minutes, alors tout à l'heure. Bon, alors demain. D'accord ? Le sujet, je ne vais pas dans ce champ de bataille. Je refuse d'y aller. Alors, ce qui est difficile, mesdames, je vous dis tout de suite, c'est où le point qu'il faut travailler. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit au début ? Fermeté et bienveillance. C'est-à-dire que, en fait, si vous sentez que vous allez exploser, alors vaut mieux rien dire. Vous partez faire un tour, où vous ouvrez la fenêtre, le vent bien froid, et il faut que ça vienne d'un endroit chez vous qui est sincèrement, je répète, sincèrement compatissant avec sa douleur. Il doit ranger ses jeux pour aller dans le bain, pour aller au lit ou pour manger. C'est très frustrant d'arrêter de jouer. Il était au milieu d'une histoire dingue et il se passait des trucs incroyables. C'est frustrant, c'est réel que c'est frustrant. Alors évidemment qu'il y a des solutions, d'abord de dire dans 10 minutes. On va dire dans 10 minutes, sache que c'est dans 10 minutes, ensuite sache que c'est dans 2 minutes, et ensuite si on sait que c'est là-dessus qu'il va nous chercher, bien sûr, et ensuite, c'est le moment, voilà, viens, il faut manger, et là, paf, c'est parti en colère, et t'es méchante, et je t'aime plus, et ils essayent, hein, c'est une méthode sympathique, de jouer sur nos émotions, et là, en fait, il n'y a pas de négociation. C'est un terrain sans négociation, c'est-à-dire que t'es en colère, je vois que t'es en colère. Paradoxalement, quel est le moment où on doit le plus rassurer notre enfant sur le lien, paradoxalement, quand j'ai le rassurer, c'est à travers la parole et l'action. Toujours, il faut qu'il y ait les deux. La parole, c'est un mot rassurant, verbalisé, et l'action, c'est le câlin, c'est le bisou, c'est le... Paradoxalement, en fait, vous allez voir, c'est le moment où tu as le moins envie de le câliner, c'est toujours le moment où il faut, c'est le moment où il s'oppose à nous, c'est le moment où justement il crée ce rapport de force, t'es énervé, t'as envie de mettre 3 claques et de dire... Et en fait, c'est pile à ce moment-là. Si tu réussis à te connecter à l'intérieur de toi, à une voix intérieure qui est ferme et calme. Mais tu dois tenir ton calme. Je vois que tu es super énervé et même je comprends que tu es super énervé. Tu sais quoi, même si c'était moi qui jouais, j'aurais été énervée qu'on me dise ça. Je suis avec toi. Quand je dis ça, je dis quoi ?
Je suis avec toi dans ta peine. Ta peine, c'est ma peine. On est ensemble, mais il n'y a pas le choix. Alors il va te dire, c'est un petit malin. Bah alors justement, il n'y a pas le choix. C'est pas moi qui décide, c'est les horaires. Si j'avais pu, mais même moi, j'ai pas le choix. Si j'avais pu décider autrement, je l'aurais fait. Et à ce moment-là, si il s'énerve, il bataille, etc., c'est le moment par excellence de le prendre dans les bras, de lui faire un bisou, de le rassurer. Pourquoi? Parce que lui, dans son petit cerveau trop mignon, qu'est-ce qu'il a interprété? Il a interprété ton non comme le fait que tu le repousses. Donc précisément à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui dire le sujet, je ne vais pas le dire bien sûr, mais tu vas le faire sentir. Le sujet, ce n'est pas les devoirs, le bain, le cartable ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça le sujet. Le sujet ici, c'est notre lien. C'est ça que tu dis. Parce que tu comprends en fait qu'il n'est pas en train de mettre à mal dans d'autres occasions. Des fois, ça nous arrive avec nous, toujours rapport de force. La baby-sit est là, elle dit « Ah non, ça s'est super bien passé. Tiens, comment ça se fait ?» Quoi, sérieusement, t'as voulu... Et ça, ouais, il a rien dit. Non, c'est pas possible. Comment ça se fait? Il n'est pas en train de vérifier le lien. Il n'y a pas d'enjeu. Donc, c'est pas la peine. Donc, je reprends. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Il faut évidemment, là je vous le dis en 2 minutes, mais vous avez du boulot, vous avez compris là. Il y a du pain sur la planche. Se connecter à cette voix intérieure qui est ferme et bienveillante. Et justement, à ce moment-là où il a l'impression qu'on le lâche, où il a l'impression qu'on n'est pas en lien, le rassurer sur ce lien. Je suis là. Ça ne change rien. C'est pas parce que je te dis non que je t'aime moins ou qu'il y a... T'as rien besoin de vérifier, mon enfant. Je suis là. Un roc. Un roc, mais le sujet... Alors, vous allez bien sûr choisir quoi? Un domaine de négociation au début sur lequel vous allez travailler où vous ne rentrez pas dans le champ de bataille. Si c'est un enfant qui est très dans la négoce et qui est déjà bien entraîné dans le rapport de force et qu'il a plusieurs domaines de négociation avec vous et de rapport de force, vous n'allez pas négocier avec lui dans tous les domaines le premier jour, d'accord? Vous choisissez le domaine qui pour vous est le plus important, les tablettes, là, les jeux, les vidéos, le truc, combien de temps de truc, au bout de combien de temps de jeu il fait ses devoirs. Un domaine, vous choisissez, et dans ce domaine, c'est non négociable. Et donc, peu importe dans quel état il va se mettre, peu importe, ça ne change rien. Mais par contre, vous restez ferme, mais vous restez avec lui. On est ensemble. T'es triste, je suis triste avec toi. On est même triste ensemble. C'est pas, voilà. C'est-à-dire, il faut vraiment sortir du face à face.